tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire de la l'AJE, webinaire vraiment d'actualité, puisque nous allons parler de la guerre et des liens qui peuvent être établis entre certains effets des changements climatiques et les conflits. Nous, nous, nous accueillons François Gemène à l'occasion de la publication de cet ouvrage auquel il a collaboré, La guerre chaude. Vous n'êtes pas sans savoir que la France mène au Sahel, une guerre depuis une dizaine d'années dont les racines peuvent plonger dans certaines crises climatiques. Le lien entre dérèglement climatique et les conflits est l'une des vulnérabilités de notre société. Ça a été établi par le GIEC déjà il y a quelques années. Et ces vulnérabilités seront largement présentées dans le deuxième volet du 6e rapport d'évaluation qui sera publié à partir du 28 février. Alors, François Gemène, vous êtes chercheur à l'Université de Liège, vous avez été dans une autre vie conseiller climat du gouvernement de la Belgique. Vous animez aujourd'hui l'Observatoire UBO sur l'étude des migrations environnementales. Et vous travaillez également au sein d'un observatoire climat et défense pour le compte du ministère français de la Défense. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui qu'est-ce que la science nous dit et ce qu'elle ne nous dit pas de l'aspect belligène, on pourrait dire, des changements climatiques? Merci beaucoup Valérie, bonjour à tous et à tous et merci de m'accueillir effectivement pour la présentation de cet ouvrage qui malheureusement tombe dans une actualité criante puisque bien entendu le climat aura aussi une influence sur le conflit qui se dessine en Ukraine. Il faut savoir, pour donner simplement un exemple d'actualité, que les températures en Ukraine pour le moment sont très supérieures à ce qu'elles sont normalement en février, ce qui veut dire qu'il gèle assez peu, par contre il pleut beaucoup, et ça veut dire que le terrain est extrêmement boueux, ce qui va évidemment compliquer les manœuvres des blindés russes qui seront moins mobiles qu'ils ne l'auraient été dans des circonstances particulières. Et certains analystes estiment d'ailleurs que si Poutine n'a pas déclenché une invasion plus tôt, c'est qu'il attendait quelque part un petit peu que les effets de cette boue et de la gadoue s'amenuisent. Et donc, on voit bien qu'effectivement, le climat a évidemment une influence sur les conflits, sur les conditions d'opération des forces armées. Mais au-delà de ça, et je dirais que c'est le propos de cet ouvrage, c'est de montrer quelles sont les conséquences du changement climatique sur les questions de défense, de paix et de sécurité. Et c'est un impact qui est à la fois stratégique et opérationnel. L'impact opérationnel se comprend aisément. Toute une série d'équipements militaires qui sont des investissements évidemment très lourds et des investissements de très long terme doivent être adaptés aux conséquences du changement climatique. C'est ainsi qu'on discute de la résistance de la coque des bateaux et des sous-marins à l'acidité accrue des océans. C'est ainsi qu'on discute des capacités de portance des pales d'hélicoptères dans une atmosphère plus chaude. C'est ainsi qu'on discute aussi de la question de l'adaptation des sonars, puisque les sonars, qui sont donc ces instruments de guidage des sous-marins, fonctionnent à partir de l'analyse des différences de température entre les différentes couches d'eau. Et comme l'océan se réchauffe, eh bien, il faut évidemment adopter les logiciels des sonars pour qu'ils se positionnent correctement. A fortiori, quand vous avez des sous-marins nucléaires, vous ne voulez pas risquer un accident à cause d'une bête erreur de positionnement. Ça, c'est le premier aspect, je dirais, qui est facile à traiter, mais qui entraîne des conséquences tout à fait importantes, évidemment, puisqu'on sait à quel point les budgets militaires sont des budgets importants, à quel point les investissements dans l'équipement sont des investissements très, très lourds. Et bien entendu, et c'est là où la dimension prospective est intéressante, quand vous achetez des sous-marins, ce n'est pas pour les renouveler tous les 2 ans. Quand vous achetez des bateaux, quand vous achetez des hélicoptères, vous espérez évidemment pouvoir les faire durer
pendant 30, 40, 50, 60 ans, c'est-à-dire que ces équipements vont connaître directement, ils vont subir de nombreux effets du changement climatique. La partie qui est peut-être plus intéressante et plus riche en termes d'études, c'est évidemment de regarder comment le changement climatique va devenir belligène, va devenir une nouvelle source de conflit ou va renforcer des sources de conflits existants. Ce qu'on observe à travers l'étude des données historiques, c'est que tout changement de température ou de pluviométrie a eu tendance à provoquer une plus forte occurrence de conflits et de violences. Et ça se manifeste de diverses manières. Je dirais qu'ici, il est important de ne surtout pas réduire la dimension du caractère belligène du changement climatique à des conflits classiques entre États. Et qu'il est au contraire très important de prendre en compte d'autres situations qui peuvent elles aussi provoquer des situations de tension et de violence. Un premier exemple, un premier cas assez criant, c'est la question des terres. On a aujourd'hui, notamment en Afrique subsaharienne, que ce soit au Nigeria, dans le nord du Burkina Faso ou autour du lac Tchad, on a énormément de conflits d'usage des terres qui sont directement liés au changement climatique. Parce que environ la moitié des foyers d'Afrique subsaharienne dépendent de l'agriculture de subsistance comme première source de revenus. Comme l'agriculture de subsistance est un type d'agriculture très vulnérable à tout impact, à tout changement de la pluviométrie ou de la température, ça veut dire que dès qu'il pleut un peu moins ou dès qu'il fait un peu plus chaud, les gens perdent leur culture et doivent donc souvent se mettre à la recherche de nouvelles terres qui sont évidemment souvent occupées par d'autres populations. De la même manière, ces changements de température et de pluviométrie provoquent des changements dans les itinéraires de transhumance des bergers nomades, des pastoralistes nomades, ce qui veut dire que souvent, ces troupeaux vont aller piétiner les cultures d'agriculture sédentaire. Et donc, on a de plus en plus de conflits autour de cet usage des terres qui ne sont plus suffisamment fertiles aujourd'hui et qui ne permettent plus aux populations qui en dépendent de leur fournir un revenu suffisant. Le résultat, c'est que ça amène aussi une recrudescence des mouvements terroristes, notamment parce que de nombreux groupes terroristes, je pense ici à des groupes liés à Boko Haram dans la région du lac Tchad, recrutent en proposant aux populations de protéger leurs terres contre des velléités d'accaparement de la part d'autres populations. Et donc, en gros, le deal est de dire, nous allons protéger vos terres et en échange, vous nous donnerez des recrues supplémentaires. Et donc ici, on a, de façon, je dirais, très diffuse, mais très importante, particulièrement en Afrique subsaharienne, des conflits liés à l'usage des terres. Et ces conflits sont directement liés au changement climatique. Et bien entendu, à cela s'ajoutent des problèmes de gouvernance, des problèmes de tradition foncière, des problèmes parfois d'ingérence étrangère qui vont chercher à jeter de l'huile sur le feu, etc., etc. Donc, on ne peut pas réduire ces conflits au seul changement climatique, mais le changement climatique joue évidemment un rôle très, très important dans le déclenchement de ces conflits. Autre type de conflits qui puissent être liés directement au changement climatique, ce sont des troubles internes, des troubles sociaux, qui se produisent notamment lorsqu'un gouvernement n'est plus capable de répondre aux besoins primaires de sa population. Et donc, notamment, on sait que la flambée des prix de l'alimentation a tendance à provoquer des révolutions. Souvenons-nous que le printemps arabe, au départ, n'est pas une révolution contre les régimes autoritaires, mais une protestation contre l'augmentation des prix de la nourriture, contre l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Souvenons-nous aussi que la Révolution française, au départ, n'est pas un mouvement d'humeur contre le roi et ses privilèges, mais simplement des paysans affamés qui montent à Paris pour réclamer de la nourriture et qui vont par la suite être retournés. L'histoire est connue. Mais ce qui est important de comprendre, c'est à quel point la faim est un puissant moteur de révolution et combien l'incapacité
de certains gouvernements à répondre à ces demandes basiques de leur population va les fragiliser et va provoquer des crises de légitimité. Or, aujourd'hui, les menaces sur la sécurité mondiale ne viennent plus seulement d'États forts et autoritaires comme la Russie, mais ils proviennent aussi d'États fragiles et d'États faillis qui, quelque part, ne vont plus être capables de faire régner l'état de droit et qui vont être, quelque part, vulnérables à des tentatives de déstabilisation, d'ingérence étrangère et de coups d'État et de révolution à temps. Ça, c'est un autre élément qui me paraît très important. Troisième élément qui montre à quel point le changement climatique peut devenir aussi facteur de conflit, c'est lorsqu'il va s'agir de devoir gérer des enjeux communs entre deux ou plusieurs pays. On pense évidemment ici en premier lieu à la question de l'eau. Il faut rappeler que 2/3 des bassins fluviaux dans le monde sont partagés entre deux ou plusieurs pays et que donc pour 2/3 des cours d'eau, il y a une nécessité impérieuse de coopération, notamment pour se partager les ressources en eau. Mais il y a également la question de savoir comment vont être gérés potentiellement des mouvements de population transfrontaliers liés au changement climatique. On voit que de plus en plus de pays ont déjà tendance à se barricader contre de l'immigration irrégulière. C'est évidemment le cas en Europe, mais c'est aussi le cas un peu partout dans le monde. La frontière clôturée la plus longue du monde se trouve entre l'Inde et le Bangladesh, avec 3200 km de fil de fer barbelé. Et c'est clair que cette frontière a directement pour but de protéger l'Inde d'éventuelles intrusions de migrants bangladais qui seraient chassés de leurs terres à cause des impacts du changement climatique. Et ces mouvements de population peuvent parfois s'ajouter à des problèmes climatiques. Si je prends encore le cas du Bangladesh, on sait que le Bangladesh a fait un effort immense en accueillant plus d'1,5 million réfugiés Rohingyas ces dernières années. On sait que ces réfugiés Rohingyas ont été installés souvent dans des zones assez exposées au risque d'inondation et de submersion, et que de surcroît, ces Rohingyas, pour cuisiner ou pour se chauffer, ont déboisé toute une série de forêts qui avaient été replantées il y a quelques années par le gouvernement Bangladesh dans l'espoir de créer une zone tampon par rapport à des risques de submersion liés aux ouragans. Et donc, ce qui me semble important à dire à ce stade, c'est aussi à quel point nous ne devons pas isoler la question du changement climatique d'autres facteurs de conflit. Il ne faudrait pas imaginer qu'on va avoir des facteurs, des conflits climatiques qui s'ajouteraient à d'autres types de conflits. Et au contraire, il me semble très important de regarder à quel point le changement climatique va aussi avoir pour effet d'amplifier des facteurs actuels de conflit et combien on n'est pas du tout face à des questions qui soient apolitiques. Au contraire, la question du changement climatique comme facteur de conflit va être une question éminemment politique et donc il ne faudrait surtout pas mettre des conflits climatiques ou des guerres du climat, entre guillemets, dans une sorte de catégorie à part. Et donc le livre essaye au travers de contributions qui proviennent à la fois de chercheurs, mais également de militaires et de praticiens, de montrer les différentes dimensions des impacts du changement climatique sur la sécurité, en sachant que les armées restent un des rares corps de l'État qui développe encore une vision prospective et stratégique et qui soit vraiment avec un caractère proactif plutôt qu'un caractère réactif. Malheureusement, la plupart des autres administrations et des autres politiques publiques ont tendance à réagir aux crises plutôt qu'à les anticiper. Alors avec cette grille de lecture, François Gemène, qu'est-ce qu'on doit surveiller comme région du monde? On a beaucoup parlé évidemment de la bande sahélienne, du nord du Nigeria, etc. Est-ce qu'il y a d'autres régions du monde qui sont particulièrement vulnérables et où on pourrait voir émerger des conflits Oui, alors, je dirais qu'une première région du monde particulièrement vulnérable, c'est l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est, qui vont être très touchés à brève échéance par la fonte des glaciers de l'Himalaya, ce qui va contribuer à des inondations dans plusieurs de ces régions. Et donc,
beaucoup de ces régions vont être prises en tenaille entre des inondations ripariennes, donc causées par les rivières et par le débordement des rivières, et des inondations côtières liées à la hausse du niveau de la mer ou à des questions de cyclones et d'ouragans. Et on voit déjà que certains gouvernements d'Asie du Sud et du Sud-Est ont déjà tendance à déplacer certaines populations pour les mettre à l'abri. Et donc, on a une sorte de côté préemptif dans le déplacement des populations. Et malheureusement, ces déplacements de population ne se font évidemment pas toujours avec l'accord des populations. Et certains gouvernements en profitent pour essayer d'isoler ainsi certaines populations qui auraient des velléités autonomistes ou indépendantistes. C'est très flagrant en Chine, par exemple, où il y a véritablement des déplacements de population pour essayer de tuer dans l'œuf des foyers autonomistes. C'est vrai également au Vietnam, où on a des déplacements de population assez autoritaires. Vous avez vu que l'Indonésie a décidé de déplacer sa capitale Jakarta de l'île de Java vers l'île de Bornéo. Nous verrons dans quelles conditions cette relocalisation se fera. Mais il est certain que le respect des droits humains n'est pas toujours la première priorité de ces gouvernements quand ils entament ce type de relocalisation. Et donc, c'est aussi un autre foyer de conflit potentiel. Et on sait que là aussi, il y a potentiellement des risques liés au terrorisme et des foyers de terrorisme qui pourraient trouver une certaine forme de recrudescence en se proposant de protéger certaines populations à risque. Alors justement, à propos de terrorisme, j'ai cru lire dans un autre livre que il y avait des problèmes de partage des eaux au Pérou entre des compagnies minières Oui, et les paysans des montagnes qui seraient un petit peu incités d'une certaine façon à la rébellion. rejoindre les rangs du Sentier lumineux. Alors, est-ce que ça fait partie des menaces potentielles qui pèsent à nouveau sur le Pérou ou est-ce que c'est un Tout petit à peu un fait. fantasme de journaliste? On a beaucoup, effectivement, de tensions ou de micro-conflits assez localisés, notamment sur des accords de partage des eaux. Et je le disais, on a effectivement cela au Pérou, on a cela aussi sur le Nil avec la construction de grands barrages comme le barrage de la Renaissance par l'Éthiopie qui provoque une série de tensions, effectivement, par rapport à l'usage de ce bien commun. Alors, je ne suis pas suffisamment spécialiste du Pérou pour dire qu'il va y avoir un risque de recrudescence du sentier lumineux, mais il est certain qu'aujourd'hui, un grand nombre de compagnies privées vont avoir tendance à essayer de s'approprier des ressources communes et vont arriver à exproprier des populations de l'usage de ces ressources. C'est vrai pour l'eau au Pérou, c'est vrai aussi pour les forêts en RDC, par exemple. Et on a là en RDC toute une série de conflits et de groupes rebelles qui vont essayer de prendre les armes pour déloger notamment des compagnies minières ou des compagnies forestières et pour protéger leur accès à ce bien. Ce qui est très difficile avec la fonte des glaciers, c'est que les problèmes liés à l'eau vont quelque part s'articuler en deux temps. D'abord, on va avoir un problème d'excès d'eau et d'inondation et de débordement des cours d'eau. Et puis, une fois que les glaciers auront fondu, on aura un problème de stress hydrique et donc un problème d'accès à l'eau et peut-être même potentiellement des problèmes de sécheresse. On commence déjà aujourd'hui à avoir des cas de famine liés aux conditions climatiques. On sait que c'est le cas à Madagascar en particulier où on parle de la première famine climatique. Alors, je suis toujours assez réservé quand on parle de la première famine climatique et rien ne permet de dire que ce soit la première. Mais effectivement, la famine actuelle est directement liée au fait qu'un très grand nombre de familles ne parviennent plus à vivre de l'agriculture de subsistance et c'est évidemment directement lié aux conséquences du changement climatique. Pour autant, pour autant, attention à ne pas dépolitiser les causes des conflits et les causes des tensions. La famine est toujours un processus politique, une question de redistribution et d'allocation des ressources. Et donc, quelque part, quand on dit famine climatique ou guerre climatique, ça peut aussi être une façon de dédouaner les gouvernements de leurs responsabilités. Et c'était un débat important, notamment au sujet des origines de la guerre en Syrie. La Syrie a été touchée par une très importante sécheresse entre 2007 et 2011. Cette sécheresse a provoqué un exode rural important et donc un grand nombre de bergers et de paysans ont cherché à s'installer dans les villes, ce qui a provoqué dans les villes une hausse des prix de l'immobilier
et une hausse des prix de l'alimentation. Et effectivement, c'est au départ, les protestations en Syrie avaient pour but de protester contre cette hausse des prix de l'immobilier et de l'alimentation. Pour autant, il ne faudrait évidemment pas que cela puisse exonérer Bachar el-Assad de ses crimes, notamment dans la manière dont il a réprimé ces manifestations. Il y a une région dont je ne crois pas que les auteurs du livre parlent, c'est le bassin du Jourdain, qui a été finalement l'une des premières régions où l'on a pointé du doigt un risque lié au partage des eaux. Est-ce que cette région est plus menacée ou plus susceptible de voir se déclencher un conflit climatique ou pas plus qu'autour du massif de l'Himalaya? J'aurais tendance à considérer que c'est une région où, à mon avis, la question de l'eau est peut-être moins susceptible qu'ailleurs de déclencher un conflit. J'explique pourquoi. Parce que c'est une problématique beaucoup plus ancienne, que l'on sait beaucoup plus conflictuelle et qui est donc bien davantage encadrée par des accords et par des traités entre les pays riverains du Jourdain. Et donc que la question est tellement sensible pour toutes les parties qu'on sait bien que l'eau du Jourdain, c'est une sorte de bombe nucléaire dans la région. Et que donc, si le partage des ressources en eau n'est pas strictement encadré par des accords et par des traités, eh bien, on est là face à une bombe à retardement pour toute la région. Je suis davantage inquiet de régions où potentiellement le partage des eaux a été moins codifié, a fait moins l'objet d'accords de coopération et de partage parce qu'on considérait que la ressource était abondante et éternelle, et où potentiellement une raréfaction de cette ressource risque de provoquer des tensions, précisément parce que c'est un problème nouveau dont on n'a jamais discuté. Donc, une des raisons pour laquelle le livre n'a pas de focus spécifique sur la question de l'eau dans le Jourdain, c'est parce que c'est une question plus ancienne, qui a déjà fait l'objet de pas mal de travaux et d'études. Alors, bien entendu, le changement climatique rajoute une couche de complexité supplémentaire, mais ne transforme pas fondamentalement l'économie du problème. Est-ce que la principale région pour les problèmes d'eau, est-ce que ce n'est pas la Chine et ses voisins, puisque la Chine a des velléités de captation de nombreuses ressources hydriques, notamment la plupart des fleuves qui prennent leur source dans l'Himalaya et au Tibet en particulier, et qui est, semble-t-il, en train de construire des grands canaux pour faire remonter l'eau vers le nord. Est-ce que ça, c'est un vrai risque géopolitique ou pas? C'est un risque à la fois géopolitique, mais c'est aussi un risque de violence et de tension interne en Chine, notamment parce que cette volonté de captation se fait via l'installation de nombreux barrages, qu'on sait que les barrages ont des conséquences dévastatrices pour les populations qui vivent aval, et donc on a déjà des très importants déplacements de populations en Chine qui sont liés à ces barrages. Alors, dans certains cas, les compensations sont appropriées et les populations déplacées sont considérées presque comme des héros de la nation qui permettent à l'ensemble du pays d'être alimenté en eau. Dans d'autres cas, ça se passe beaucoup moins bien et les populations ressentent une très grande frustration, ont l'impression d'être littéralement spoliées de leurs terres. Et on sait que cette question des déplacements internes de population est une question très, très délicate en Chine. Et effectivement, par rapport à ses voisins, il y a un vrai risque, d'une part, que la Chine ne puisse arriver à priver certains de ses voisins d'accès à l'eau, voire même ne soit considérée comme responsable d'inondations. Si je prends un autre pays de la région, l'Inde est régulièrement accusée, par exemple, par le Bangladesh de provoquer des inondations sur son territoire à cause des nombreux barrages qu'elle a construits sur les fleuves de l'Himalaya. Alors, il y a une région auquel on ne pense pas forcément, en tout cas où on ne visualise pas tout à fait des conflits liés à l'eau, finalement c'est la Californie, puisque l'essentiel de l'apport en eau de l'économie californienne vient des États voisins. Est-ce qu'il y a un risque de voir la société californienne s'effondrer par manque d'eau? On voit qu'elle traverse une période de sécheresse inédite depuis au moins un millénaire, dont on ne sait pas quand elle prendra fin, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut raconter sur ce risque-là?
il y a effectivement un risque en Californie, mais c'est aussi le cas, on a vu la question de l'Afrique du Sud, du Cap, etc. Je pense que le risque d'effondrement de la société californienne est très limité parce que simplement, il y aura une politique du quoi qu'il en coûte et que la Californie aura évidemment, en tant qu'État le plus riche des États-Unis, aura évidemment la capacité d'acheter des ressources en eau et que quelque part, si la sécheresse persiste et s'il y a vraiment des problèmes d'alimentation en eau en Californie, j'ai aucun doute quant au fait que la Californie ira acheter ailleurs des ressources en eau. Le vrai problème, je pense, ce sera pour les pays, pour les régions qui n'auront pas les capacités d'acheter de l'eau à l'étranger en cas de sécheresse ou en cas de défaut d'approvisionnement. Et donc, moi, je ne suis pas très inquiet pour les populations très, très riches. C'est véritablement pour les populations les plus pauvres que je suis inquiet, pour ceux qui risquent d'être privés d'accès à la ressource et qui n'auront pas les moyens d'en racheter. C'est d'ailleurs pareil pour les terres. Certains ont les moyens de racheter des terres et on sait aujourd'hui qu'un certain nombre de compagnies privées sont déjà dans des phases d'achat de terres, notamment pour garantir leur souveraineté alimentaire. C'est à la fois le cas de sociétés privées, mais aussi d'États. On sait que la Chine achète des terres, on sait que des sociétés comme Daewoo achètent également des terres à l'étranger. Et donc, je dirais que la question de l'accès à la terre me semble au moins aussi importante que la question de l'accès à l'eau. Il y a eu dans les années 30, toujours en Californie, des conflits d'usage de l'eau très importants entre les agriculteurs et des collectivités locales. Il y a même eu quelques actes de terrorisme. Est-ce que c'est une menace intérieure que l'on voit ressurgir ces dernières années ou pour l'instant le risque est écarté? Je ne dirais pas que le risque est écarté. C'est très clairement une menace qu'on voit ressurgir, notamment s'il y a le sentiment qu'une grande partie des ressources en eau est déviée pour l'usage de quelques-uns. Et ça va être un des gros enjeux du futur de l'agriculture. On sait qu'aujourd'hui, seule une minorité des ressources en eau sont utilisées pour la consommation humaine et que l'énorme majorité de ces ressources sont utilisées pour l'agriculture. Dans un contexte où on va avoir une raréfaction des ressources en eau, mais en même temps l'obligation, je dirais, de nourrir de plus en plus de personnes, il va se poser une vraie question sur les ressources en eau dont pourra disposer l'agriculture. Et je pense que plus on aura la capacité d'anticiper cela, mieux ce sera. Et on voit aujourd'hui, la recherche montre que dans les pays ou les régions qui anticipent ces futurs changements, eh bien, quelque part, ces questions de coopération peuvent devenir au contraire, ces questions de raréfaction de l'eau peuvent devenir un facteur de coopération et un facteur de gouvernance commune. À l'inverse, si on n'anticipe pas cela, ça risque effectivement de devenir un facteur de conflit localisé ou globalisé. Vous participez, on l'a dit, aux travaux de l'Observatoire climat et défense du ministère français des Armées. Quel est aujourd'hui l'état de la réflexion des états-majors, des officiers généraux sur ces questions-là? Il est de plus en plus avancé. Pendant très longtemps, la question du changement climatique et de l'importance du changement climatique a été un peu ignorée ou minorée au sein des états-majors et plus globalement au sein de la communauté de défense. Alors, il y a évidemment quelques alertes, quelques rapports parfois assez sensationnalistes, notamment venant du Pentagone. J'ai envie de dire que les choses ont beaucoup changé, en France en tout cas à partir de 2015. À la fois parce qu'un rapport parlementaire a pointé l'impréparation de l'armée face aux impacts du changement climatique. Et quelque part, ce rapport a eu un effet, c'est un des rapports parlementaires qui a eu un véritable effet, puisque l'armée française a décidé à partir de 2016 de se doter d'un observatoire climat et défense, que j'ai donc dirigé, en tout cas dans sa première phase, jusqu'à la fin de l'année 2021, et on espère qu'il va y avoir une deuxième phase à partir de 2022. Et le but de cet observatoire défense et climat, c'était de conseiller l'armée française par rapport à la fois aux nouveaux risques dont nous avons parlé, aux nouveaux risques de conflictualité,
par rapport à la vulnérabilité de certains de ces équipements et de certaines de ces bases, notamment celles situées en zone côtière, mais également de réfléchir ensemble aux nouvelles missions de l'armée. Et je pense en particulier aux missions humanitaires pour lesquelles l'armée française est de plus en plus souvent sollicitée et qui, a priori, ne font pas partie des missions premières de l'armée. Et donc, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui de plus en plus d'exercices militaires, par exemple, qui concernent les questions d'évacuation de populations ou des questions de relogement des populations, c'est-à-dire des questions qui, a priori, ne font pas partie de la formation des officiers, mais qui sont en train de le devenir de plus en plus. Il ne faut pas oublier que plus de la moitié des effectifs de l'armée française est déployée hors de la France métropolitaine. Et donc, il y a un rôle de la France dans l'action extérieure qui est tout à fait important. C'est aussi un enjeu de diplomatie avec pas mal de pays voisins. C'est-à-dire que on voit bien, notamment sur des questions de mitigation des risques ou sur des questions de surveillance maritime, la nécessité de coopération avec d'autres pays. Et donc, le changement climatique s'impose parfois comme une sorte d'ennemi commun qui justifie la mise en place de processus de coopération, y compris de processus de coopération militaire. Par exemple, dans le Pacifique Sud ou dans l'océan Indien, il y a de plus en plus de patrouilles communes entre la France et d'autres pays, notamment pour surveiller des zones maritimes contre des risques de piraterie ou pour intercepter des bateaux de pêche illégale. Et là encore, il y a un lien avec le changement climatique puisque les bateaux sont obligés d'aller dans des zones de pêche de plus en plus lointaines à cause de la raréfaction des stocks halieutiques et de la migration des poissons. Bref, ceci pour dire que c'est aussi un facteur de coopération et sans flagornerie, je pense qu'on peut dire aujourd'hui que la France est un des pays les plus avancés dans sa réflexion militaire sur les impacts sécuritaires du changement climatique. Jadis, c'était plutôt les États-Unis et l'Angleterre qui étaient en avance, mais la présidente Donald Trump a malheureusement, quelque part, mis sous le boisseau toute une série de travaux et toute une série de réflexions qui étaient en cours, notamment au Pentagone. De la même manière, l'armée britannique avait été une des premières à désigner un contre-amiral responsable des questions de changement climatique, mais il est parti à la retraite et n'a pas été remplacé. Et puis l'Allemagne est aussi, il faut le dire, assez en pointe sur ses études, mais avec des capacités militaires beaucoup plus faibles, évidemment, que celles de la France. Je crois me souvenir qu'en octobre 2015, le gouvernement français avait organisé un important séminaire international oui, tout à fait. Sur la défense et le climat, au cours duquel la seule, je crois, parlementaire française qui s'occupait de ces questions-là, qui était la sénatrice écologiste Leïla Haichi, avait finalement interpellé le chef d'état-major des armées de l'époque, le général de Villiers, pour lui demander si le climat allait générer de nouvelles missions pour l'armée, ce à quoi le général de Villiers avait répondu que ça pouvait effectivement que l'armée allait pouvoir s'occuper de ça à condition que les budgets suivent. Alors, est-ce qu'on a une trace de l'évolution de ces budgets? Est-ce que les parlementaires ont pris le relais? Et dans les lois de programmation militaire, est-ce qu'ils ont mis plus de budget climatique pour les armées françaises? Oui, indéniablement, je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est certain que le budget de l'armée a augmenté. On voit bien la manœuvre du général de Villiers, dont on sait que le combat avait été de réclamer plus de moyens pour l'armée, d'utiliser un peu l'argument climatique comme une manière d'augmenter les budgets militaires. Il est certain que sous la présidence d'Emmanuel Macron, les budgets militaires ont eu tendance à augmenter substantiellement. Et donc, effectivement, ça permet à l'armée de déployer davantage de capacités, notamment de capacités humanitaires et de capacités de coopération. Je pense par exemple en termes de surveillance maritime sur les questions de changement climatique. Cela étant dit, il y a encore, je dirais, de gros problèmes, pas seulement en termes d'équipement et de budget, mais aussi en termes de doctrine militaire. On sait que une des raisons de l'échec de l'opération Barkhane, c'est qu'elle s'est attaquée uniquement aux symptômes, c'est-à-dire au terrorisme et à l'islamisme, et pas suffisamment aux causes qui sont à chercher du côté du changement climatique, du côté de questions de la mauvaise gouvernance, etc. Et donc, parfois, en termes de doctrine, j'ai envie de dire qu'il y a encore véritablement le besoin
de comprendre que les questions d'adaptation au changement climatique, par exemple, ne sont pas juste des questions de développement ou d'aide humanitaire, mais sont aussi de vraies questions de sécurité et de défense. Ça, c'est aussi le problème que les militaires ne peuvent pas s'occuper de politique. C'est aussi le problème que les militaires ne peuvent pas s'occuper de politique. C'est aussi un problème de partage des compétences entre Ballard et le Quai d'Orsay. Il y a toute une série de problèmes assez typiquement franco-français, y compris dans le partage des responsabilités sur ces questions. Alors, je vous propose d'ouvrir tout de suite la séance de questions-réponses. Il y avait une série de questions de Julien Leprovost. Julien, voulez-vous poser votre question ou que je la lise? Bonjour, et si je peux les poser, autant en profiter. Bonjour à tous. Bonjour. Merci déjà à l'AGE d'organiser cette rencontre. J'avais trois questions. La première, c'est tout simplement, on est à quelques jours du prochain rapport du GIEC, donc sur les répercussions conséquentes du changement climatique sur les sociétés humaines. Est-ce qu'il y aurait des apports nouveaux à ce rapport qui pourraient donner des nouveaux éclairages sur les questions de sécurité, donc de conflictualité potentielle? Ensuite, ma seconde question portait sur l'autre pendant, à savoir la paix, sauf erreur de ma part, les institutions internationales, je pense notamment au prix Nobel de la paix, n'a pas depuis récemment mis en valeur des actions de préservation de l'environnement qui ont un rôle pour la paix, à part le prix Nobel du GIEC et celui de Wangari Maathai, à moins que je rate quelque chose. Et une fine dernière question que j'ai toujours du mal à aborder, mais qui mérite d'être posée, parce que tout ce qui est abordé ici, c'est comme des conflits de ressources. La question aussi de la démographie, est-ce qu'on la prend suffisamment en compte ou pas, sachant qu'il faut parfois prendre aussi des pincettes sur cette question-là. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, sur la première question, je ne suis pas autorisé avant la date de sa publication, c'est-à-dire lundi prochain, à dire exactement ou à parler du contenu du prochain du rapport du GIEC. Le GIEC est malheureusement très strict là-dessus. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il n'y aura pas dans ce programme spécifiquement sur les humaine ou de sécurité classique entre États et que c'est un sujet qui est extrêmement, extrêmement sensible pour les gouvernements. Et donc, le problème, c'est que, et c'est là, je crois, où on arrive à une des limites de ce que peut faire le GIEC, c'est que dès que les conséquences du changement climatique touchent à des questions de sécurité, de conflits ou de migration ou à toute une série de questions très sensibles, les gouvernements ne souhaitent pas que les rapports du GIEC abordent ces questions. Et donc, on a systématiquement le blocage de certains gouvernements, notamment du gouvernement chinois, par exemple, sur ce type de questions. Et donc, ça veut dire que le rapport du GIEC ne peut pas dire grand-chose, en réalité, de ces questions de sécurité. Même sur les questions de santé publique, il reste assez prudent. Et donc, à mon avis, c'est une des grandes limitations du GIEC. Il faut rappeler que le I de GIEC, c'est pour intergouvernemental et pas pour international. Et donc, ce sont les gouvernements qui décident des sujets qu'ils veulent voir abordés et des sujets dont ils ne veulent pas entendre parler. Et malheureusement, cette question de la sécurité et des conflits liés au changement climatique, ça fait partie des sujets dont ils ne veulent pas entendre parler. Et donc, il y a de plus en plus de travaux scientifiques sur le sujet, mais au risque de vous décevoir, le prochain rapport du GIEC n'apportera pas d'avancées majeures sur ce sujet, pas parce que les travaux n'existent pas, mais parce que les gouvernements ne veulent pas les entendre. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Deuxièmement, effectivement, vous avez raison de dire que pour le grand public, il n'y a rien eu de véritablement majeur entre les questions de changement climatique et les questions de sécurité. Je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est aussi directement lié à la volonté des gouvernements. Et comme je le disais en réponse à la question précédente, il y a parfois une volonté de s'attaquer uniquement aux symptômes, mais pas aux causes. On se souvient, lorsque le président Macron avait dit qu'il y a quelques années qu'on ne pourrait pas lutter efficacement contre le terrorisme international sans s'attaquer aussi au changement climatique, on se souvient du tollé que ces propos avaient suscité, alors qu'en réalité, ils étaient très vrais. Mais il y a volontiers une sorte de tendance à l'aveuglement par rapport aux causes. Et donc, effectivement, vous avez raison de dire qu'il n'y a pas eu vraiment d'initiative majeure. Je peux vous citer toute une série de petits projets, etc., mais il n'y a rien eu véritablement de majeur. Une question de Jean-Luc Fessard. Jean-Luc, veux-tu la poser? Oui, je veux bien. Bonjour. Alors, moi, Bonjour.
Moi, je me situe sur un autre angle dans la perspective là, de décarboner la production d'énergie, donc d'avoir un impact sur le climat. On nous propose, on nous fait miroiter un truc, une solution miracle qui serait le mini-nucléaire, les SMR. Et pour moi, cette perspective d'une prolifération du nucléaire me paraît être le rêve de l'apprenti terroriste, quoi. C'est-à-dire, on va lui donner pas d'opportunité de voilà. Donc là, est-ce que c'est un fantasme ou est-ce que c'est un fondement quelconque? C'est un risque honnêtement assez considérable. Euh, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles autant on peut discuter du nucléaire ou du redéploiement du nucléaire dans les pays industrialisés, autant l'idée que le nucléaire puisse servir de solution au changement climatique à l'échelle mondiale me paraît tout à fait fourvoyée. À la fois pour des raisons de sécurité et de terrorisme, il est certain que plus vous devez sécuriser de centrales et plus vous devez sécuriser de réacteurs, plus c'est compliqué, y compris, a fortiori, dans des pays qui sont très touchés par le risque terroriste. Il faut bien réaliser qu'aujourd'hui, la part du nucléaire dans le mix énergétique mondial, elle est de 4% seulement. Celle des fossiles est de 86%, et donc celle des renouvelables de 11%. Et objectivement, il va être très difficile d'augmenter significativement la part du nucléaire dans le mix énergétique mondial. À la fois pour les raisons de sécurité que vous avez pointées, aujourd'hui, par exemple, personne ne penserait à installer des réacteurs nucléaires en Afghanistan. C'est-à-dire qu'il faut que le pays puisse garantir la sécurité de ces réacteurs, à la fois par rapport au risque terroriste, mais aussi sécurité en termes de maintenance et en termes d'entretien de la centrale et des réacteurs. Et malheureusement, tous les pays n'ont pas des démocraties suffisamment stables que pour garantir cela. Et puis l'autre grosse limitation, évidemment, c'est que tous les pays n'ont pas un réseau électrique suffisamment développé ou suffisamment centralisé que pour accueillir des centrales nucléaires. Et donc autant on peut avoir un débat nucléaire dans les pays industrialisés ou dans les pays qui ont déjà le nucléaire, autant très clairement les possibilités de déploiement plus important du nucléaire à l'échelle mondiale me paraissent complètement infondées. De toute façon, il n'y a pas assez d'eau en Afghanistan pour installer du nucléaire. De toute façon. De toute façon, même en faisant abstraction des talibans. Une question d'Antoine de Ravignan, je crois. Oui, bonjour à tous, grand merci. J'avais une question sur la conflictualité climatique en Europe, voire chez nous. On a beaucoup parlé des pays du Sud ou des États-Unis. Qu'en est-il en Europe? Qu'en est-il en France? Quel type de conflictualité? Peut-être en essayant de peut-être pas aller au-delà de la question des migrations auxquelles on pense toujours dans ce cas-là, mais peut-être que c'est un peu plus compliqué et que ça va au-delà de ce sujet. Et par ailleurs, j'avais un peu une réserve sur l'importance qu'on attribue au climat dans la crise sahélienne. On fait toujours le lien avec le climat. Or, les conflits éleveurs-agriculteurs, les conflits fonciers sont quand même très anciens et sont plus liés à la fois un problème de démographie, un problème de non prise en compte des enjeux agricoles, un mal développement qui est antérieur à la question climatique. Est-ce que finalement le sujet climat se surajoute et aggrave une crise qui était déjà présente, mais qui est plus une crise de mal développement qu'un sujet climat à la base? C'est plus une observation qu'une voilà. Oui, non, sur ces questions, je suis absolument d'accord. Et comme je dis, il faut surtout veiller à ne pas isoler le changement climatique d'autres facteurs de conflit sur les questions d'usage des terres en Afrique subsaharienne et notamment dans la bande sahélienne. Ce sont des conflits anciens qui ont toujours existé, notamment entre agriculteurs et éleveurs, et qui d'ailleurs ne sont pas limités à la question de la bande sahélienne. Si on relit Lucky Luke, Des barbelés sur la prairie, il montre déjà très bien ces conflits entre agriculteurs et éleveurs, notamment au moment de la conquête de l'Ouest aux États-Unis. Donc, ce sont des conflits fonciers qui sont très anciens, qui sont liés effectivement à des questions de régime foncier, qui sont liés à des questions de population. Le changement climatique va rajouter une difficulté supplémentaire et va rajouter
un facteur d'instabilité supplémentaire. Et je dirais que c'est là où on va vraiment trouver un impact clé du changement climatique, c'est à mon avis sur la question de l'instabilité. Y a-t-il d'autres questions? Julien Le Provost? Oui, Juste peut-être une question. en ce qui concerne la France et l'Europe, c'était mon autre question. Pardon, est-ce que vous pouvez répéter? Il y a eu une micro-coupure, donc je ne vous ai pas bien entendu. Oui, excusez-moi, j'avais posé deux questions. Une autre portait sur la conflictualité en France et en Europe. Voilà, est-ce que ça se résume à un sujet de migration ou est-ce que c'est plus grand, il y a d'autres champs d'attention? Oui, alors, vous avez raison, pardon. Il y a effectivement sur la question européenne, il y a parfois des risques, effectivement, mais qui sont plus locaux, notamment par rapport à des risques de mouvements sociaux du type gilet jaune. Et donc, la manière dont on l'approche en Europe, c'est plus par rapport à ce risque de déstabilisation lié à des mouvements sociaux qui pourraient être liés notamment à l'augmentation du prix de certaines denrées alimentaires ou à la question des prix de l'énergie. Et on sait que c'est un gros sujet, évidemment, en ce moment. Et donc, c'est surtout sous cette approche-là que le risque de conflictualité est examiné en Europe sous l'angle du risque lié à des mouvements sociaux qui pourraient devenir effectivement de plus en plus importants, un peu sur le modèle des printemps arabes. Il y a aussi évidemment la question des migrations et le fait qu'un grand nombre de migrants dits économiques qui arrivent en Europe pour le moment sont aussi des gens qui ont été poussés à l'exil pour des raisons liées à l'environnement et donc pour des raisons climatiques. Et donc si on essaie de décortiquer, de s'interroger sur les différentes étapes du mouvement migratoire, on constate que très souvent, on a par exemple des jeunes gens qui sont envoyés depuis les zones rurales vers la ville pour trouver un revenu complémentaire pour leur famille qui dépendait jusque-là de l'agriculture et qui parfois vont se retrouver en Europe où ils vont être considérés comme des migrants économiques, alors qu'en réalité, la cause de leur migration est tout autant environnementale qu'économique pour la bonne et simple raison que lorsque vos ressources économiques dépendent des conditions environnementales, eh bien les facteurs économiques et les facteurs environnementaux, en fait, c'est la même chose. Et quelque part, c'est une vue très européenne que de séparer les facteurs économiques des facteurs environnementaux. Julien Le Provost pour une deuxième bordée. Ok. Alors j'avais une petite question peut-être prospective et peut-être même un peu science-fiction, mais je me la pose et peut-être Ben Kramer aura aussi une vision là-dessus. À quoi ça ressemblerait un conflit dans un monde post-pétrole où il y a presque plus d'énergie fossile en fait? Puisque depuis 100 ans, la guerre moderne dépend quand même énormément du pétrole et de la mobilité qu'elle permet, notamment pour les chars, les avions. Donc, si on parle de sortie des énergies fossiles au niveau mondial, qui est quand même un des enjeux de la neutralité carbone, qu'est-ce que ça signifie pour les armées et est-ce qu'on peut envisager des conflits post-pétrole et à quoi ça ressemblerait? On peut certainement envisager des conflits post-pétrole et c'est vrai qu'effectivement la grande majorité des conflits dans le passé se sont quand même articulés autour des questions de ressources énergétiques et singulièrement du pétrole, mais pas que. Une des caractéristiques à l'inverse des énergies renouvelables, c'est qu'il est impossible à un pays de se les approprier, bien entendu. Et donc, en quelque sorte, on peut dire que les énergies renouvelables par rapport aux énergies fossiles sont aussi des énergies de paix par rapport aux énergies fossiles qui étaient profondément, intrinsèquement conflictuelles. Cela étant dit, il est tout à fait possible d'imaginer des conflits, par exemple, pour les terres. On sait que un grand nombre de conflits ont été liés à la conquête de nouveaux territoires ou à la protection de territoires existants, et ça peut aussi être, bien entendu, un facteur de conflit. La question, c'est de savoir à quoi ressemblerait ce conflit. De façon intéressante, on a déjà au sein du ministère des Armées une réflexion en cours au sein de la division des carburants pour savoir à quoi ressemblerait quelque part un conflit dans un monde post-pétrole. Et j'ai envie de dire que tant que les réserves stratégiques des armées dans les différents pays sont toujours des réserves stratégiques de pétrole, ça sera le signe qu'on restera coincé dans les énergies fossiles. À partir du moment où les pays considéreront qu'ils n'ont plus besoin de réserves stratégiques de pétrole ou qu'ils peuvent faire des réserves stratégiques d'autres choses, potentiellement d'eau, et bien à ce moment-là, on se rendra compte qu'on est sans doute arrivé
dans un monde post-pétrole, dans un monde post-énergie fossile. Mais pour moi, c'est le véritable marqueur qui nous indique si nous sommes encore ou non dans une économie fossile. Et pour le moment, à l'évidence, nous sommes encore dans cette économie fossile. Y a-t-il d'autres questions, remarques ou contributions? Nous avons épuisé le sujet en moins d'une heure, c'est pas possible. Moi, j'avais une petite question concernant le devenir de l'Observatoire Climat et Défense du ministère de la Défense. Est-ce que sa mission est suspendue ou est-ce qu'on est dans un entre-deux? Vaste question. Alors, c'est un observatoire qui, en fait, a été créé par appel d'offres, notamment parce que l'armée estimait qu'elle ne disposait pas de suffisamment de ressources internes que pour traiter cette question. Et donc, l'armée avait fait un appel d'offres pour une première phase qui a donc duré à peu près 4 ans. Oui, c'est ça, de 2016 à 2021, il y a eu une petite rallonge à cause de la pandémie. Et puis là, il y a un appel qui a été posé pour une deuxième phase. Donc, on a évidemment rendu un dossier. On espère se voir confier également la deuxième phase de l'Observatoire qui, cette fois-ci, porterait bien davantage sur des questions de coopération internationale et de communication et notamment aussi d'événements ou d'initiatives vis-à-vis du grand public. La première phase a surtout porté sur la réalisation d'études, notamment d'études de vulnérabilité. Dans la deuxième phase, il y a l'idée d'ouvrir davantage l'Observatoire sur des opérations de communication et sur des opérations de coopération et de négociation avec certains partenaires sur des initiatives communes. Donc, c'est vers ça qu'on s'orienterait. Je pense qu'on devrait savoir d'ici quelques semaines, sinon quelques mois, à quoi ressemblera cette deuxième phase de l'Observatoire Climat et Défense. Et j'imagine qu'à terme, il y aura un besoin d'intégration de cet observatoire directement au sein de l'armée, mais ça impliquera évidemment le développement de compétences en interne sur ce sujet. Question de Ben Kramer. Oui, ça va le micro? Parfait. Oui, il faut que... Bon, moi au fond, c'est une réflexion aussi que je voudrais partager avec vous. Dans quelle mesure est-ce que cette dénomination de sécurité climatique est vraiment relevant, est vraiment appropriée, dans la mesure où on est en train de parler des priorités qu'on donnera également aux enjeux de l'eau, aux enjeux de la terre, dans la mesure où François Gémen explique bien qu'on ne peut pas dissocier complètement la question climat de tous les autres paramètres. Est-ce que justement, est-ce qu'on ne devrait pas réviser cette terminologie? Je dis ça en pensant à des gens qui parlent de sécurité planétaire, de sécurité environnementale, ça ne suffit pas. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui me gêne presque dans cette formulation de sécurité climatique, aussi parce que les militaires y tiennent. Et cette façon-là la façon dont eux veulent considérer que le climat, c'est une affaire de sécuriser, c'est aussi quelque chose peut-être qui ne donne pas toute la dimension, la complexité du problème. Je ne sais pas, François, ce que vous en pensez. Mais... Il y a un chapitre dans le livre par Lucille Martens qui précisément traite de ces questions et traite de la sécurisation des enjeux climatiques et des risques potentiellement qu'il y a à les voir sous un prisme strictement de sécurité. Par exemple, c'est intéressant de voir que le sujet du changement climatique a été plusieurs fois mis à l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies, souvent par des pays industrialisés, et par l'Allemagne, par le Royaume-Uni, et de voir que les pays en développement n'y sont pas forcément favorables et voient d'un mauvais œil que ces sujets soient traités par le Conseil de sécurité des Nations Unies, à la fois parce que les pays du Sud n'ont pas de voix ou presque au Conseil de sécurité, et parce qu'ils insistent quant au fait que ça doit rester une question de développement, une question de justice, et qu'il ne s'agirait pas d'en faire une question de sécurité, c'est-à-dire de laisser les pays industrialisés au pilotage de ces questions. Et donc, c'est un enjeu à la fois sur la terminologie et par-delà sur savoir quels sont les organes qui doivent s'en saisir. C'est un véritable enjeu politique.
Cela étant dit, c'est intéressant de voir que, par exemple, en France, le ministère des Armées ne souhaite pas parler de sécurité climatique. Il préfère parler de défense et climat en considérant que les questions de sécurité sont plus des sujets pour le Quai d'Orsay et qu'eux vont s'occuper davantage des sujets de défense. Et donc, ça veut dire que selon les configurations nationales, il va aussi y avoir des acceptions différentes du terme de sécurité climatique, qui effectivement est parfois un peu limitatif. On a raison pour laquelle on a souvent parlé parfois aussi de sécurité humaine. Dans le dernier rapport du GIEC, dans le 5e, il y avait un chapitre complet qui portait sur les questions de sécurité humaine. J'ai cru comprendre lors de la COP de Glasgow qu'il y avait eu, alors je ne sais pas si on peut parler d'un accord ou en tout cas une communication commune entre les armées britanniques et françaises sur le climat. Oui. J'étais pourtant là pendant les 15 jours et je ne l'ai pas vu. De quoi s'agit-il? Il y a eu effectivement une communication commune, je dirais, qui honnêtement, ce n'est pas un accord, c'est juste un communiqué commun pour souligner l'importance de traiter les questions du changement climatique dans notre approche des problèmes de défense et de sécurité. Comme je le disais, la question du changement climatique est aussi un sujet de coopération en matière de défense. C'est par exemple un sujet auquel l'OTAN s'intéresse de plus en plus, avec la vision de partage de bonnes pratiques, etc. Et donc, c'est aussi un sujet qui permet quelque part d'avancer vers davantage de coopération en matière de sécurité ou davantage de coopération militaire, raison pour laquelle les Britanniques ont souhaité aussi faire un communiqué avec les Français. Pour la petite histoire, l'idée venait au départ du ministère des Armées française, puis les Britanniques ont estimé que le ministère des Armées leur coupait un peu l'herbe sous le pied, et puis finalement le ministère britannique a fait un communiqué lui-même. Y a-t-il d'autres questions? Alors, visiblement, on a épuisé le sujet de la guerre et du changement climatique. On a fait très fort en une heure. La guerre chaude est publiée au début du mois de mars, c'est ça? Le 3 mars, exactement. Le 3 mars, d'accord. Il est préfacé donc par dans 10 jours. Nouvelles. Et c'est aux presses de Sciences Po. Voilà. Ah bon? Alors, Dominique, tu as une question peut-être? Non. C'était, je pensais, je croyais que c'était chez Gallimard. Non, c'est aux presses de Sciences Po. D'accord. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions ni remarques, nous allons clôturer ce webinaire. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation et pour la discussion et pour les questions. Merci, à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Salut.